Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, oui, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour ce Club Mounégou spécial sprint final. Et avec moi pour parler de tout ça, il y aura Boris et Patrice. Salut messieurs. Salut, bonsoir à tous. Comme je le disais, un Club Mounégou sprint final qui n'était pas forcément prévu parce que, a priori, on était plus parti sur un en début de saison, un à la mi-saison que vous aviez réalisé, je crois, messieurs. Je n'étais pas là ce jour-là. Exactement. Et un final de fin de saison, global, bilan, comme on en a maintenant l'habitude. Mais il est vrai que, en fait, les 3 premiers mois qui viennent de s'écouler place Monaco dans une situation qui n'était pas forcément prévue. Et donc, on a envie d'en parler parce que cette fin de saison est... Et on l'espère de très bon augure pour le club. Et justement, messieurs, Boris, tu avais déjà utilisé cette petite formule pour le club Mounégou de mi-saison et ça m'avait plutôt plu. Si tu avais un mot pour caractériser les 3 mois qu'on vient de passer, et peut-être, est-ce que même tu te rappelais de ton mot du mois de décembre? Alors là, c'est de la triche parce que moi j'avais prévenu les collègues qu'il fallait donner un mot et moi, là c'était pas le cas. Je préfère faire ça comme ça donne un peu plus de spontanéité. Alors, je suis pas sûr, mais je pense que j'avais dû donner quelque chose comme encourageant. C'est un peu l'état d'esprit. Je suis allé regarder un tout petit peu là le CM qu'on avait fait effectivement à l'époque, parce que je me souvenais plus forcément de la dynamique. Et c'est vrai que c'était un peu, on venait de gagner de faire 4 matchs de suite sans défaite. On était plutôt content. On venait de remonter à la 4e place, mais c'était pas encore la série actuelle. Donc je pense que j'étais parti sur quelque chose du type encourageant. Et là, je dirais galvanisant, quelque chose comme ça, parce que là, on a carrément confirmé ce trend et on l'a même amplifié depuis. Donc ouais, galvanisant parce que c'est aussi excitant pour l'avenir. Et toi, Patrice, est-ce que tu te souviens de ton mot? Non, plus du tout. Ah. J'ai plus souvenir de Alors, ce que j'ai dit. Quel est ton nouveau pour les 3 mois écoulés? Pour les 3 mois écoulés, parfait. C'est quand même dur de faire mieux, quoi. Une victoire près, quoi, c'est tout. Si ça a dire changé. Ça à Frédéric Guilbert. Oui, mais c'est vrai qu'on va vite y revenir sur ces 3 mois éculés, mais c'est vrai que c'est assez compliqué quand même de dire le contraire. Moi, je n'avais pas participé à l'émission, mais le mot que j'aurais utilisé à l'époque, c'était frustrant, parce que c'était vraiment la sensation qu'on avait plus perdu des points bêtement que réellement gagné dans des situations un peu plus compliquées. Voilà, on avait certes tenu un match à 9, mais globalement, on avait plus la sensation d'avoir perdu des points bêtement, souvent dû à des grosses erreurs individuelles. Et pour ces 3 derniers mois, ouais, je serais plus également un peu sur un mot comme toi, Boris, galvanisant, excitant, parce que, comme je l'ai dit, voilà, il nous reste 8 journées de Ligue 1. On est potentiellement même à 4 points de la première place, un peu plus, parce que le goal average, quand même, risque de poser problème. On est toujours là en coupe, donc, et surtout, l'équipe tourne bien et semble un peu plus équilibrée dans son ensemble. Et donc, justement, messieurs, ces 3 mois passés, Patrice, tu l'as dit, parfait, en tout cas presque parfait. Rapidement, quelques chiffres. Il y a eu 15 rencontres, on en a remporté 12, fait 2 matchs nuls et 1 défaite. C'est évidemment bien mieux que ce à quoi on était habitué. Il y a eu seulement 2 matchs où on n'a pas marqué. Malheureusement, ces 2 matchs, et ça c'est peut-être aussi un petit peu à mettre en exergue, en fait, ils ont eu lieu lors des 4 dernières rencontres, mais également 7 clean sheets. Alors ça, par contre, c'était vraiment la grosse nouveauté. Il y en a eu 5 en Ligue 1, 2 en Coupe, et surtout, il y en a 5 lors des 6 dernières rencontres. Donc très clairement, on peut penser que Monaco s'est trouvé un équilibre défensif.
c'est sûr que ça fait vraiment une série auquel on s'attendait absolument pas. En tout cas, personnellement, je m'attendais pas qu'on tourne aussi bien, qu'on trouve une solidité défensive, alors que depuis le début de la saison, c'était vraiment notre gros défaut, et pas forcément que le poste de gardien, hein, puisque tu soulignais les clean sheets, mais même notre défense donnait énormément de ballons à l'adversaire, on prenait des buts, mais bêtes comme pas possible. Et on courait après le score, et on avait toujours heureusement cette attaque qui était très très forte, et du coup on a su garder ces attaques, bon sauf sur les derniers matchs, on a su garder cette attaque et aligner une très très belle défense suite au changement tactique de Kovac, on y reviendra forcément, et du coup on a aligné une série qui était complètement improbable, qui a dû même surprendre d'avis les autres clubs de Ligue 1 qu'on revienne autant dans la course. Bah, justement, ouais, très rapidement, ces 3 derniers mois, je les montre voilà, là, en visuel. Très clairement, il y a énormément de vert. Il y a malheureusement ce petit rouge qui fait un peu tâche, ce 1-0. En plus, il fait partie, bah, comme je l'ai dit, hein, des 2 seules rencontres où on n'a pas réussi à marquer, Boris. Donc après, on ne peut pas non plus vraiment être frustré parce que ce match, on s'en rappelle tous, Monaco méritait de le perdre. Ouais, c'est ça. Il y a forcément... je dirais qu'il y a 2 accros dans cette série, c'est Lorient, le match nul à domicile contre Lorient, et la défaite à Strasbourg. Le match nul contre Lille, bon, c'est quand même un adversaire de bon niveau, il n'y a rien d'infamant à ça. Mais moi, c'est pas des défaites qui m'ont énervé, qui m'ont frustré évidemment, enfin des points perdus qui m'ont frustré évidemment, mais je suis pas non plus énervé. Ils n'ont pas cassé la dynamique non plus. Monaco a réussi à enchaîner avec de bons matchs à chaque fois. Bon, c'est impossible de faire tous les bons matchs parfaits, c'est déjà assez exceptionnel cette série. Donc voilà, il y a des petits accros. C'est aussi une force de caractère de réussir à s'en relever. C'était une force de caractère de quand même gratter un point contre Lorient dans un match très compliqué, mal géré. Donc ouais, c'est quand même... faudrait vraiment faire la fine bouche. Les gens sur Twitter, je trouvais, avaient réagi très très fort sur ces matchs-là, ces petits points perdus. C'est pas mon cas. Pourtant, Dieu sait que je suis plutôt dans le camp des sévères d'habitude, de ceux qui sont très exigeants. Mais voilà, quand la dynamique est aussi bonne, forcément, il y a quelques glissades par-ci par-là. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça altère comme on avait eu un peu plus tôt dans la saison, en fait. La série de 3 matchs qu'on avait perdus contre Lille, Marseille et Lens, notamment, où là, on a l'impression de se relancer dans un cycle négatif. Là, c'est pas le cas. Il y a un mauvais résultat, il y a un match, on passe à travers, on rectifie le tir juste après. Donc ça, c'est quand même hyper positif aussi. Oui, parce que comme on l'a vu, ouais, sur le visuel, c'était tout de suite cette qualification en coupe. Après, ça s'était enchaîné, c'est avec Lille. Pas trop de regrets, même si, encore une fois, il y a cette dernière situation quand même pour Jovetic, qui pourra peut-être laisser un petit peu de regrets, mais on y reviendra très certainement lors de cette émission sur le Monténégrin. Patrice, à voir également le visuel, j'en parlais, mais c'est vraiment, moi, ce qui me saute le plus aux yeux, c'est le fait qu'on ne prend quasiment plus de buts. Parce que je parlais d'une attaque très légèrement en berne, avec 2 rencontres sans but lors des 4 derniers matchs. Pour le coup, ça semble avoir été un peu réglé, parce qu'on en a mis 4 face à Saint-Etienne. Oui, c'est clairement, on a changé du tout au tout en défense, et pour moi, ça vient principalement du changement tactique, avec ce nouveau système, avec 3 défenseurs centraux la plupart du temps, même si Sidibé est un peu polyvalent et peut être sur le côté, mais ça reste toujours une défense à 3 quand on est dans les phases offensives, qui permet d'éviter de se prendre ses buts en contre-attaque ou sur des pertes de balles assez rapides de notre défense. On a maintenant plus de solutions pour contrer l'adversaire, et ça nous a énormément renforcés. Ajouter à ça, bien sûr, nos 2 milieux de terrain qui sont montés en régime, qui sont beaucoup plus performants, qui récupèrent énormément de ballons. Et ça aide énormément notre défense aussi. Hein. Ouais, justement, Boris, Patrice parle du milieu de terrain, mais c'est vrai qu'on pourrait peut-être même faire un petit focus sur Aurélien Tchouaméni, qui, pour le coup, lui, a vraiment complètement explosé lors de ces 3 derniers mois. Ouais, pour moi, c'est vraiment la grosse progression, le joueur marquant de ces 3 premiers mois de l'année. Encore une fois, on était revenu au Club Monégasque d'avant. On était plutôt mitigé sur ces 2 milieux. On disait que voilà, ils faisaient leur boulot, mais qu'il manquait encore un petit step à passer. Je sais que toi, déjà à l'époque, tu voulais quand même valoriser un petit peu Tchouaméni. C'était ton chouchou depuis 3 semaines à l'époque. Déjà. Moi, c'est pas quelque chose je le voyais un petit peu au-dessus, mais pas. Ça m'avait pas tellement sauté aux yeux. Par contre, il a vraiment pris une autre dimension depuis. Il est devenu... Voilà. Moi, je veux pas trop en faire parce que je trouve qu'on s'enflamme beaucoup sur lui en ce moment, hein, sur les réseaux, etc.
ça parle beaucoup. Même Patrice, je t'ai vu l'autre fois parler d'équipe de France et tout. Voilà, je te surveille. Je veux pas lui porter l'œil, mais effectivement, il est sur ces 3 mois-là en tout cas, et du coup, mine de rien, sur la saison, un des meilleurs milieux du championnat à minima. Il est très très prometteur. J'espère qu'il ne le sera pas trop non plus pour qu'on ne le perde pas dès cet été, mais c'est vraiment le joueur qui a passé un cap et qui a fait beaucoup de bien, qui a mis quelques buts en plus, qui a été décisif, qui est omniprésent au milieu de terrain. Dès qu'il a un petit coup ou une suspension, comme ça sera le cas bientôt contre Metz, on est en panique. Donc voilà, c'est vraiment le joueur qui a passé un cap. Je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça finalement sur cette période. La défense, elle s'est stabilisée. On a quand même vu effectivement un Badiachil, un Maripane, je pense notamment, à eux deux, qui ont sorti la tête de l'eau, sans être non plus des monstres. Pour le coup, je ne les mettrais pas dans les meilleurs défenseurs du championnat, mais ils ont stabilisé un niveau Ils ont marqué très quelques correct. buts aussi. Enfin, Maripane. Ils ont mis des buts, mais ils en avaient déjà mis avant, ça, à la limite. Ouais, Maripane, ouais, c'est vrai que ça correspond beaucoup à cette période-là. Je pourrais rajouter Sidibé aussi, qui a quand même qui a trouvé aussi sa place dans cette équipe, même un Dizazi qui est revenu dans le jeu. Voilà, tous ces joueurs ont atteint un niveau de croisière correct, mais c'est vraiment Tchouaméni qui a explosé et qui sûrement est le grand artisan de cette série pour moi. Justement, Patrice, on en parle, la solidité défensive, on l'a vu, l'explosion que personne n'a raté évidemment d'Aurélien Tchouaméni. Moi, j'avais également 2 autres noms pour être un peu sur l'individuel, un peu clé. C'est déjà le retour de Golovin, qu'on n'avait quand même pas eu pendant toute cette première partie de saison. Alors certains diront que c'est un petit peu irrégulier, mais si tu regardes en tout cas les chiffres purs, c'est très très élevé. Et également un Jovetic qui, c'est vrai depuis le début de saison, mais je trouve que c'est encore plus vrai dans le sens où il est encore plus décisif maintenant depuis 3 mois. Et d'ailleurs, ça soulèvera une autre question prochainement, mais je trouve que ces 2 joueurs également nous permettent un peu plus que les autres d'en être maintenant à ce niveau-là. Je suis d'accord, Golovin a vraiment tout de suite, dès qu'il est revenu, à apporter. Surtout quand il était sur le banc, quand il fait des entrées en jeu, il a fait énormément la différence. C'est pas forcément que statistiquement, pas que par des buts ou des passes décisives, même dans le jeu. Je trouve qu'il a fait des très très belles rentrées. Par contre, à chaque fois qu'on lui a donné sa chance en tant que titulaire, je trouve que ça a été moins bon. Et c'est là du coup qu'on voit de l'alternance. Après, je pense qu'il y a peut-être encore un peu de la réserve de son côté, que quand il joue un match complet, peut-être qu'il va beaucoup moins fort, il s'engage beaucoup moins, alors que c'est un joueur qu'on a pu voir sur les autres saisons qui court énormément, qui presse beaucoup. Donc peut-être qu'il s'économise encore un peu sur les matchs complets, mais en tout cas, c'est clair que ça a apporté à l'équipe. Parce qu'à un moment donné, Diop commençait aussi un peu à s'essouffler, ce qui est normal. Il n'a pas l'habitude de faire une saison aussi longue et aussi forte pour son jeune âge. Donc ça a ramené vraiment un second souffle et permettre du coup de faire un peu de rotation sur ce poste-là. Après, quant à Jovetic, j'aurais plutôt tendance que c'est sur le dernier mois qu'il est vraiment performant et intéressant. Je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup de temps de jeu sur janvier-février. Et j'ai pas trop souvenir de l'avoir vu marquant sur les matchs, hormis à Grenoble forcément, ce qui est titulaire et qui marque le but. Voilà. Mais sinon, c'est plutôt là sur les derniers matchs où on voit enfin une solution un peu alternative au Ben Yedder Voland. Et avoir du coup quelqu'un qui sort du banc et qui est enfin décisif. Parce que c'est vrai qu'au niveau des attaquants, c'était un peu en berne ces derniers temps. Que ce soit Pellegrini, que ce soit Goebbels qui est complètement plus là. Oui, ces joueurs-là, c'est plus problématique. Après, voilà, quand j'ai décidé de mettre Jovetic un peu en avant, ça enlève en rien le fait que Voland et même Ben Yedder nous a marqué beaucoup de buts. Ils ont tous été très importants. Sofiane Diop, etc. Mais c'était plus un peu pour moi, ce qui était un petit peu nouveau. Les mauvaises langues aussi diront qu'il n'y avait plus de Gelson Martins. Et on verra. C'est vrai que ça manque. C'est mine de rien, j'ai été chercher aussi son absence. Elle date quasiment du lendemain de notre dernier CM aussi. Il s'est blessé à partir de la J19. Alors, je n'arrive pas à me souvenir si c'était dans le match contre Angers ou si c'est dans la semaine. Mais il n'a plus joué depuis, effectivement, ce dernier CM. Et pas l'échauffement ? Peut-être l'échauffement contre Montpellier, c'est possible effectivement. Et du coup, voilà, il a plus joué sur cette période. C'est peut-être aussi ce qui a un peu incité à ce repositionnement tactique, parce qu'on n'avait plus qu'un seul vrai milieu offensif à ce moment-là. Moi, je trouvais qu'il faisait pas une très bonne saison. Après, il pourrait éventuellement être candidat peut-être sur ce poste côté droit aujourd'hui. On va voir quand il va revenir, si ça peut être l'impact player. Mais c'est vrai que c'est un peu le grand perdant finalement de cette période-là aussi, parce que l'équipe a très bien tourné sans lui. Alors que c'était vraiment un joueur clé, enfin cadre en tout cas pour Kovac du début de saison. Il avait joué 18 matchs sur les 19.
Ouais, bon, en tout cas, avec cette série exceptionnelle, un petit coup d'œil sur le classement, ou en tout cas plutôt sur le top 8, hein, parce qu'il ne s'agit absolument plus de regarder réellement derrière. On se retrouve donc à un Ah mais point. on va pas voir Nice du coup. Et non, c'est peut-être un petit peu pour ça. Tu vois, j'ai juste mis Montpellier pour voilà, parce que c'est quand même chez moi. Et puis après, le reste n'existe plus. Mais voilà, donc on se retrouve à un point du podium et à 4 points, encore une fois, et plus, parce qu'au goal average, on est un petit peu en difficulté, particulièrement sur le PSG, mais même sur Lille, il y a 9 buts à rattraper. Ça peut sembler également beaucoup. Euh, donc justement, maintenant, Boris, cette fin de saison, particulièrement pour le moment, on va se concentrer sur la Ligue 1. Qu'est-ce qu'on peut vraiment en attendre? Est-ce qu'on va avoir réellement affaire à une lutte à 4 pour les 4 places? Ou est-ce que en fait, Paris et peut-être même Lille, hein, vont se battre à 2 et nous, on va peut-être se battre pour 2, 3, 4, tout comme Lyon ne va pas se battre pour la première? Écoute, moi je pense qu'il faut l'envisager comme une lutte à 4. Paris, s'ils ne fautent pas, ils ont l'air quand même là de passer un petit cran, ça sera de toute façon difficile d'aller les chercher. Maintenant, en tout cas, à minima, nous, je pense qu'on est dans la course pour au moins jusqu'à cette deuxième place, parce qu'on voit que Lille, ça s'effrite un peu. Après, faut pas se mettre de barrière, faut pas se mettre de limite. Si le PSG voulait bien glisser, il faudrait pas cracher sur l'opportunité. Ça me semble un petit peu compliqué. Moi, je pense qu'on va vraiment jouer sur les places 4 à 2. Maintenant, entre guillemets, c'est pas à nous de se mettre cette limite. À un moment donné, j'ai cru qu'on avait une vraie chance pour le titre, qu'on s'était rapproché. On a un petit peu glissé juste après. Ça semble quand même très compliqué à ce stade-là. Mais voilà, je pense qu'il faut rien s'interdire. Je vais faire la phrase bateau de footballeur, mais là, c'est vraiment ça. Il faut prendre les matchs les uns après les autres. On va jouer 8 matchs où on sera grosso modo favori à chaque fois. Le seul match un peu compliqué, je pense, c'est Lyon. On les reçoit. Donc on peut partir du principe qu'on sera favori à chaque match. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner chaque match, hein. Les points qu'on a perdus, on l'a vu, c'était pas forcément les matchs les plus durs. Mais voilà, il faut viser le plus haut possible. Et puis on verra bien sur quoi on tombe. On a déjà fixé un niveau plancher à cette 4e place. Ce pourquoi moi j'aurais largement signé en début de saison. Donc voilà, moi je prends ce qui vient maintenant comme du positif, quoi. Mais justement, Patrice, ces 8 rencontres, on les affiche tout de suite. Très clairement, le mois d'avril semble très à la portée. Alors, on est en Ligue 1, hein, on peut toujours, il y aura peut-être d'autres matchs de coupe qui viendront s'intercaler. En tout cas, a priori, ça part sur un match tous les week-ends. Il n'y aura plus de journée en semaine. Que penser déjà du calendrier du club de Monaco? Et est-ce que même on peut rêver d'un potentiel 100% et 24 points sur 24 points? Oui, on peut. Franchement, quand on voit les 3 mois qu'on vient de vivre, c'est pas des équipes, c'est ni des équipes qui sont vraiment tout en haut du classement, ni des équipes qui luttent pour la relégation. Parce que bon, pour moi, Dijon, c'est fini pour eux. Et que je les vois mal aller chercher des points maintenant contre des grosses équipes. C'est des équipes qui sont plus au milieu de tableau, qui jouent plus rien. C'est assez difficile d'aller chercher l'Europe. Peut-être pour Metz, qui a encore à porter, même s'il y a beaucoup d'équipes à égalité. C'est peut-être le seul match où ça peut être compliqué, je pense. Sinon, sur le reste, normalement, il faut qu'on aille chercher 9 points sur les 3 matchs d'après, hein. En tout cas, je pense que ce qu'on peut déjà dire, Boris, sur notre calendrier, c'est qu'avril, il faut vraiment faire le 100%, parce que le mois de mai, c'est quand même plus compliqué. Il y a Lyon, Reims, Rennes et même Lens qui fait quand même une très belle saison. Très, très clairement, s'il n'y a pas le 12 sur 12 en avril... en toute fin de championnat, c'est Lens. Faudra voir s'ils jouent encore, en fait, s'ils sont en course pour notamment, je pense à Lens et Rennes, s'ils sont toujours en course pour les places en Europa League notamment. Mais il y a la nouvelle Coupe d'Europe aussi, hein. Ouais, il y a la Conférence League. Alors du coup, je sais plus jusqu'où ça va, les places qualificatives. Ouais, là, j'avoue, c'est peut-être que la 6. Hein, il n'y a que Reims qui jouera pas ça, hein. Sinon on peut imaginer. Les 3 autres, ils jouent l'Europe. Que Rennes et Lens seront toujours dans la course. Donc effectivement, ça sera des matchs compliqués. Après, moi, c'est un peu une position que je prenais sur Twitter il n'y a pas longtemps. Des fois, je ne sais pas s'il faut plus se méfier de ces matchs-là. On voit les points, on les a perdus contre Strasbourg et Lorient. Lille également. Mais voilà, je regardais les points qu'ont perdu Lille, qu'ont perdu Lyon. C'est pas toujours contre les grosses cylindrées. Cette saison, je trouve, elle est particulièrement... Je dirais pas qu'elle est piégeuse parce que mine de rien on gagne la plupart de ces matchs-là, mais le piège il peut tomber n'importe où, n'importe quand. J'ai l'impression, à part Saint-Etienne parce qu'il faut pas déconner non plus. Mais voilà, effectivement, c'est vrai que sur le papier, Metz, Lens sont les matchs
les matchs que je sens un peu pièges, mais voilà, s'il faut, on va couiller contre Dijon ou contre Reims, c'est pas complètement impossible. Mais en tout cas, je suis pas allé trop loin moi, dans l'analyse des 4 calendriers parce que je me dis, je sais pas, j'ai l'impression que ça peut. Ce qui est intéressant, c'est les confrontations directes dans le sens où là, forcément, on sait que des équipes vont perdre des points. Donc plus il y en a de nos adversaires, mieux c'est. Après voilà, sur les autres adversaires, je prends ça avec des pincettes. On va dire. Justement, t'en parlais rapidement tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on s'était rapproché un peu plus près avant Strasbourg et avant Lille. Par contre, le dernier week-end, on en a bien profité en gagnant de notre rencontre et en profitant du PSG qui va s'imposer à Lyon, et Lille perd, je me souviens plus contre qui. Ouais, contre Nîmes. Ouais, voilà, donc une énorme surprise, mais c'est vrai que du coup on est de nouveau revenus. Je remonte le calendrier vite fait, mais encore une fois, ça va jouer sur avril parce que dès ce week-end, on a la chance de recevoir Metz pendant que Paris et Lille s'affrontent, et il y aura également à la fin du mois un Lyon-Lille qui sera très certainement. Enfin, je pense qu'on en saura beaucoup plus en fait après ces 4 journées-là. Et c'est vrai que tu regardes le calendrier d'avril de Lille, il est coton quand même. 3 déplacements, 2 très compliqués, 1 pas évident non plus, même Montpellier à la maison. Effectivement, il y aura sûrement des points à grappiller sur eux, ça semble évident. C'est pour ça, Patrice, il y a 24 points à prendre. Comme j'ai dit, je pense, moi, que pour espérer être champion, il faut faire le parfait. Il faut faire le 24-24, parce que ça veut dire que Paris, dans le même temps, doit marquer 19 points. Je vous invite à revoir le calendrier. Où Paris va-t-il perdre ses 5 points? Il faudrait déjà que ça commence ce week-end face à Lille. Mais du coup, est-ce que le vrai objectif, c'est pas tout simplement d'aller chercher cette 2e place, voire cette 3e? Mais que la première. Moi, personnellement, j'ai quasi aucun espoir sur le titre. Quoi. Pour moi, si on était 2e avec 4 points de retard sur le premier, oui, là, tu peux espérer qu'il fasse des faux pas, que tu lui prennes des points. Mais là, il y a 3 équipes devant nous, il faut que les 3 se cassent la gueule. Quoi. Et les 3 sont sur des rythmes qui sont assez fous, quoi, qui sont à plus de 2 points par match depuis le début de la saison ou même sur les derniers mois. Donc ça me paraît compliqué qu'il n'y ait que nous qui fassions un parfait, que les autres fassent tous de très mauvais parcours sur les derniers mois, alors qu'ils ont tous la possibilité d'aller jouer le titre. Quoi. Donc c'est pas le moment où ils vont se relâcher. C'est pour ça que j'y crois peu et que je pense qu'il vaut mieux essayer d'aller gratter le maximum de points possible pour être aller chercher la Ligue des Champions. Après qu'on soit 2 ou 3e, ça va aussi être changé si on fait le tour préliminaire suivant qui va aller remporter l'Europa League. Mais si on arrive déjà à gratter une place, ce serait déjà extra. Du coup, à combien de points, Boris, tu nous objectives pour minima être podium? Est-ce que 18 ou 19 points devraient suffire à atteindre ce podium? Parce qu'on le rappelle encore une fois, Lille et Lyon se jouent. Lille joue également Paris. Donc, potentiellement, si tu comptes déjà 2 défaites pour Lille, ils sont qu'à 18 sur 24. Ouais, moi je pense à quelque chose comme 19 points, effectivement. C'est ce que je regardais, si on maintient la moyenne ça veut dire que Lyon en marque pas plus de 18, du coup. Ouais, sinon on en fait même 19. 17. Ouais. Parce qu'il faut qu'on les double aussi Alors on les joue, si on leur met une trempe, on peut espérer leur passer devant goal average. Mais c'est une sacrée trempe. Hein. Si on leur met 4-0, on leur passe devant, par exemple. Ouais. Bon, c'est une grosse trempe, quoi. Mais après, il y a d'autres matchs aussi pour refaire ça. C'est pas un écart qui est complètement impossible à combler, mais ouais, il faudrait leur reprendre 2 points. Ça me semble pas impossible. Lyon et Lille m'ont l'air un peu moins impériaux sur ces derniers matchs. La série de 4-5 matchs, il me semble un peu moins costaud. Et en plus Lyon les joue, donc si on les bat, c'est déjà 3 points de reprise, c'est déjà le retard qui est comblé et on est même dans le rétro. Donc moi, ouais, j'imagine quelque chose. Le perfect, j'ai du mal à y croire. Je sais pas où on perdra les points. Mais je vois bien au moins 1 ou 2 matchs où on fera nul ou défaite. Donc je dirais entre 18 et 20 points, grosso modo, qu'on marquerait. Je pense que ça suffira parce que je vois Lyon et Lille baisser un petit peu. Donc Lyon, automatiquement, je vois qu'on les double. Et Lille, il y a quand même un bon écart avec Lille. Il y a quand même 5 points. Donc il faudrait une glissade assez importante. Mais voilà, ils jouent Lyon, ils jouent Paris. Au vu de leur calendrier, ça me semble aussi tout à fait jouable. Donc je dirais entre 2 et 3, quoi. C'est pour ça qu'on en revient à ce que je disais aussi tout à l'heure. Je pense qu'on en saura beaucoup plus à la fin du mois d'avril. Eux se seront joués. Nous, on aura eu
sur le papier nos rencontres un peu plus simples. On n'aura pas joué Lyon. Donc on verra, mais ouais, je suis plutôt optimiste. Moi, je pars sur un petit 20 points, mais on verra. De toute façon, on en reparlera en fin d'émission pour nos pronostics un petit peu plus précis. Le championnat, Patrice, c'est une chose, mais est-ce que la coupe n'est au final pas plus importante cette année, dans le sens où j'ai vu passer sur Twitter souvent, évidemment, ce petit tu préfères être sur le podium ou tu préfères remporter la coupe, messieurs. Alors évidemment, tu préfères être champion de France, parce que là, on est bien d'accord, c'est encore autre chose. Mais tu préfères être second ou tu préfères remporter la coupe, Patrice? Et du coup, être quatrième? Je préfère gagner la coupe. Là, je préfère un titre, forcément, que la place, pas à la place du con, parce que bon, on n'aura pas été dans la lutte au titre toute la saison, mais clairement, je préfère aller gagner un titre, vivre des émotions sur une finale, que finir deuxième et d'avoir juste gagné le droit d'aller jouer la Ligue des Champions directement. Non, clairement la coupe. On le rappelle, la coupe donc, qui se dispute mardi prochain. Monaco reçoit Metz. Rappelez également que le Paris Saint-Germain est déjà au tour suivant. Eux avaient leur match avancé contre Lille, ils les ont battus. Donc ça veut dire aussi que Lille est sorti de la compétition. Plutôt une bonne nouvelle pour nous, pour la coupe, mais est-ce que pour le championnat, du coup, ça n'en est pas forcément une très très bonne. Boris, cette Coupe de France, on en parle souvent lors des Murs des légendes, parce que c'est notre dernier titre en coupe, c'est 91, et on a fait quand même pas mal de joueurs de cette époque-là. Je pense que tu es d'accord avec Patrice, une coupe effacerait sans aucun souci une quatrième place, qui serait au final peut-être un petit peu décevante, mais s'il y a coupe. Ouais, complètement. Moi, en particulier, il y a un attachement à aller gagner cette coupe, puisque ça fait 30 ans. Moi, je n'ai jamais vu Monaco gagner une Coupe de France. Simplement, je venais de naître depuis quelques semaines quand ils l'ont gagné. Donc, effectivement, j'ai très, très envie de voir ça, de vivre ça. Même honnêtement, ce serait une Coupe de la Ligue, je préfère gagner des titres. On a une armoire à trophées qui n'est pas dégueulasse au niveau du championnat, enfin de la Ligue 1, de la France, mais qui n'est pas non plus débordante, quoi. Donc moi je préfère aller gagner des trophées. La quatrième place, comme je l'ai dit, c'était déjà pour moi en début de saison un bel objectif, donc j'en ferai pas une maladie. Jouer l'Europa League non plus, je fais pas partie des haters de l'Europa League, donc moi clairement je prends la coupe tous les jours si on peut. Après, le truc, c'est que je trouve que c'est une compétition qui est tellement aléatoire que c'est dur de se la fixer comme un objectif prioritaire en début de saison, quoi. Là encore, tu es un peu obligé de prendre tour après tour, ça dépend de tes adversaires, et là il y a une vraie variance entre les adversaires que tu peux avoir. Ça dépend si tu joues à domicile, à l'extérieur, ça dépend de la dynamique du moment. C'est difficile de se la fixer comme un objectif ultime, mais voilà, tant qu'on est en course, il faut la viser, effectivement. Et je sais pas si à un moment donné on va être conduit à faire des choix en termes de priorisation pour les joueurs, mais en attendant, il faut absolument essayer de passer ces tours-là, quoi. Si je dis pas de bêtises, Boris, des coupes, des coupes de France, hein, on en a 5, 61, ouais. 63, 80, 85, 91. Exactement. Donc ça fait quand même 30 ans, et c'est vrai que c'est peut-être un petit peu long en plus. J'ai pas la sensation qu'on soit allé si souvent que ça en finale. On en a refait qu'une depuis, je pense, c'est 2010. Je veux pas dire de conneries. Parce qu'après, c'est vrai que ça se mélange un peu avec la Coupe de la Ligue dans nos esprits. Autant on a fait 4 finales de Coupe de la Ligue pour une gagnée. Coupe de France, c'est compliqué. Hein. Ouais. C'est devenu très très compliqué. Ouais, même toute l'époque des Russes, on a fait quelques demi-finales. 3, je pense. Dont une qu'on a balancée en 2017. Voilà, une balancée contre le PSG, il y avait Guingamp, et c'est peut-être tout. Hein. Ouais, j'avoue, après... on en avait fait en Coupe de la Ligue aussi contre Bastia, oui. Je me souviens notamment. Oui, avec Moutinho qui rate son penalty. Salut Damien. Salut Damien. En tout cas, ouais, je pense qu'on est tous d'accord, la coupe ferait beaucoup de bien. Par contre, juste petite question, Patrice, on en a malgré tout aussi parlé. Qui dit Coupe de France, et du coup, si on part dans le fait qu'on n'est pas sur le podium, est-ce que c'est pas également une mauvaise chose pour potentiellement attirer des joueurs cet été et conserver également le groupe? Parce qu'on sait que souvent les joueurs ont tendance à vouloir la jouer, cette grande coupe européenne. Du moment déjà que tu gagnes une coupe, ça fédère un peu un groupe, quand même, le fait d'avoir gagné un titre ensemble et tout, ça peut être prometteur. On a bien vu en 2003 avec la Coupe de la Ligue, ça a quand même bien aidé le groupe à être formé pour la saison d'après.
Donc, dans le cas d'une victoire, ça pourrait aider. Après, le fait déjà de retourner en Europe, ça va déjà nous donner déjà beaucoup plus de flexibilité sur le marché des transferts comparé aux dernières saisons. Ça fait quand même un petit moment maintenant qu'on n'y a pas été. Donc, après, oui, c'est sûr que la Ligue des Champions, ça attirera toujours plus les joueurs que la Ligue Europa. Ouais, après, C'est vrai si tu as un 2003, Chouameni qui a des on avait- offres. Oui, voilà. Si tu as des offres pour un Chouameni ou quoi, peut-être que c'est plus facile de le faire patienter une année, effectivement. C'est vraiment la vitrine ultime, quoi. Moi, je trouve ça sympa à jouer l'Europa League et tout, mais ça n'a pas tout à fait le même impact sur la valeur des joueurs, sur leur cote. Donc, c'est vrai que c'est probablement beaucoup plus attractif ne serait-ce que pour retenir les joueurs, c'est vrai, et pour en attirer d'autres également, mais ne serait-ce que retenir certains joueurs qui pourraient être demandés. Après, je prends quand même la coupe. Ouais, je suis globalement d'accord. La suite de l'émission maintenant, messieurs, après plus la partie sur Kovac, sur le coaching, et sur comment vous l'envisagez déjà, Patrice. Et, alors on sait, hein, il reste 8 rencontres, on l'espère tous le maximum en Coupe de France. Le schéma de jeu, on l'a trouvé. Maintenant, quel choix en termes déjà de rotation d'effectifs? Et déjà, on peut tout de suite en parler, mais dès ce week-end, on est quand même sérieusement amputé. Il n'y a ni Chouameni ni Diop. Et également pour le match de coupe, il n'y aura une nouvelle fois pas Diop. Donc Kovac va devoir faire des choix. Il y en aura certainement d'autres. Je pense que pour les premiers matchs, parce que tout le monde a eu du repos, bon, sauf les internationaux, mais il n'y en a pas eu tant que ça non plus chez nous. Chouameni en fait partie. Je pense que sur les premiers matchs, il n'y aura pas forcément de rotation. C'est plus après, suivant la coupe, en fait. Si on commence à devoir jouer des matchs tous les 3 jours parce qu'il y a la coupe qui s'intercale, qu'il va peut-être falloir faire reposer les joueurs. Mais je pense que là, dans un premier temps, sur les prochains matchs, on doit arriver à avoir des groupes quasiment de titulaires qui jouent. Et avec seulement les suspensions blessures comme rotation. Oui, donc en fait, Boris, on partirait sur une rotation légère, même en coupe, parce que c'est vrai que ça nous avait fait un petit peu peur quand il avait mis cette compo à Grenoble. Après, c'était que Grenoble, c'était passé largement mérité dans le jeu, mais au final, c'était que 1-0, donc on n'était pas à l'abri d'une déconvenue. On espère tous que là, ça va tourner, mais beaucoup moins, quoi, que ça va être l'équipe type ou considérée comme titulaire. Ouais, au maximum. Alors, il reste quelques équipes complètement claquées dans cette coupe. Il y a notamment, j'ai sous les yeux, les Voltigeurs de Châteaubriand que je ne pouvais pas m'empêcher de mentionner. Si tu joues une équipe comme ça, je peux comprendre une rotation un peu plus large. Il reste pas mal d'équipes amateurs ou vraiment de. Par contre, c'est vrai que si on joue des équipes pro là contre Metz, j'espère qu'on va pas trop faire tourner un turnover, une rotation de 2-3 joueurs à chaque fois me semble pas forcément problématique. Même aujourd'hui, en fait, l'équipe type, elle n'est pas fixée à 100% à tous les postes. Surtout Des le côté petits droit, coups qui bouge un petit peu plus. Ouais, voilà, parfois dans l'axe, parfois c'est Sidibé, parfois Dissassi, il y en a un qui sort, il y en a un qui rentre. Les deux du milieu, c'est plutôt fixe. Diop, Golovin, ça peut parfois alterner. On a vu une surprise Jovetic à Saint-Étienne. Donc il y a des petits coups comme ça à faire pour... Après, moi, j'espère qu'il n'y aura pas trop cette excuse ou cette histoire de fatigue. On a quand même joué très peu de matchs cette saison par rapport aux autres. On n'a pas énormément d'internationaux, comme le disait Patrice. Il y a 2-3 cas un petit peu à surveiller, des joueurs qui ont beaucoup enchaîné, Chouameni par exemple. Mais ceux qui ont beaucoup enchaîné, je pense, c'est des jeunes, c'est des mecs qui ont plutôt la santé. Badiachil, c'est le joueur qui a le plus joué, mais pas forcément sur un poste qui est le plus exigeant. Donc j'ai bon espoir qu'on puisse maintenir cette équipe. Un des points forts aussi, c'est vrai que finalement de cette série, c'est qu'on a eu très peu de blessures. Il y a eu celle de Gelson au départ, mais finalement nos gros joueurs cadres. Voilà, et Golovin qui est revenu, et depuis on n'a pas grand chose à déplorer sur la colonne vertébrale de Lecomte a été un moment blessé aussi, mais voilà, donc faut espérer qu'il n'y aura pas d'alerte de ce côté-là, mais ouais, j'espère qu'on va. Là, il y a Diop, malgré tout, il y a Diop pour au moins 2 rencontres. Alors 2 rencontres dans l'absolu, c'est pas beaucoup. Disons que c'est un problème à la aussi. main, on peut espérer que ça soit pas un truc qui s'aggrave ou qui ait une rechute, quoi. C'est un petit contretemps. Bon, et surtout qu'il va pouvoir continuer à s'entraîner. Normalement, on va dire, il va pas perdre physiquement, il va pas faire les entraînements collectifs pour prendre le risque de faire des chutes et tout, mais il y aura pas un temps de réadaptation où il va falloir qu'il reprenne du rythme et tout. Mais il sera pas là. Ça a été décidé, l'opération a été décidée de la faire à ce moment-là parce qu'il y a eu le break international. C'est plutôt bien. Je pense il y a un groupe de 14-15 joueurs.
on doit tourner pas plus, pas au-delà de cela pour moi, sur tous ces matchs, sauf vraiment exception où on n'a pas le choix. Mais voilà, après, de temps en temps, faire tourner un tel ou un tel, ça me semble correct. Mais justement, quel compo Patrice, alors le gardien de but évidemment, on est tous d'accord, ça ne peut qu'être Lecomte, même si ça peut sembler un petit peu court pour beaucoup, il est quand même le meilleur gardien de l'effectif. Mais au niveau de la défense à 3, toi, c'est laquelle qui te plaît le plus et laquelle tu as envie de voir pour cette fin de saison, ou en tout cas le plus souvent, admettons pour une finale de coupe, pour un match clé contre Lyon. Quelle est celle qui te donne le plus de confiance? Pour moi, ça dépend beaucoup de l'adversaire et si on est à domicile, à l'extérieur, si on a le ballon ou si on n'a pas le ballon. Du coup, pour moi, Maripane et Badiachil sont les deux qui semblent être vraiment les deux titulaires. Et après, ça va se jouer entre Sidibé et Disasi pour savoir qui va faire le troisième, savoir si ça va être plus vraiment une défense à 3 centraux ou si on va plus avoir un Sidibé qui va coulisser sur le côté. Ouais, bah justement, parce que je pose cette question, parce que moi, je préférerais voir une défense Badiachil, Disasi, Sidibé. Pour finir cette fin de saison. Je ne sais pas, toi, de ton côté, Boris. Écoute, si je devais la construire un petit peu comme ça sur un tableau blanc, je serais plutôt comme toi, c'est celle qui me séduirait le plus. Sur le papier, c'est les trois un peu plus habiles avec le ballon. Après, c'est pas forcément contre Maripane qui a plutôt bien tenu son rang depuis un moment, qui est un petit peu plus lent, qui est peut-être un peu plus mal à l'aise avec le ballon. Donc effectivement, moi peut-être mettre Disasi dans l'axe. J'aime bien ce que fait Sidibé aussi dans ce rôle de troisième central. Après, je suis plutôt sur la ligne de Patrice dans le sens où je pense que c'est pas forcément ce qui va arriver. Maripane et Badiachil, ça avait l'air bien installé. Donc à voir. Mais c'est vrai que moi, si je devais la construire un petit peu de zéro, sans prendre trop en compte les dynamiques, c'est plutôt celle que tu as dit que je mettrais, Ron. La ligne qu'on peut considérer comme ligne de 4 au-dessus, Caio, Fofana, Tchouaméni. Bon, je pense que là, il n'y a pas grand chose à dire. Et puis pour le coup, ça bouge très très peu. Caio un petit peu plus. Il fut un temps parce que c'est aussi un poste où on a tout simplement également un peu plus de solutions derrière. Fofana, Tchouaméni, c'est aussi le problème, c'est qu'on n'a pas trop de vraies solutions derrière avec le flop Florentino Luis, Fabregas qui a que 20 minutes d'autonomie. Et après, c'est des petits jeunes. Mais Fabregas, excellent, mais pas plus de 20 minutes, quoi. C'est le seul problème. Et donc, par contre, pareil. Je dirais pas que c'est à la longueur, c'est plus des actions qu'il peut pas faire, quoi. C'est des sprints. Ouais, voilà. Je sais pas, contre Nice, par exemple, je trouvais qu'il a fait un match assez bon C'est vrai, et assez très, très bon. C'est plus qu'il y a des trucs, il faut oublier, quoi. Il y a une typologie d'action. C'est même pas 20. Il n'était pas dans le milieu à 2 aussi. C'est ça que je voulais dire dans ce sens-là. Ouais. C'était dans ce sens-là. Il n'a pas la mobilité latérale, comme on dirait au basket. Voilà, Tchouaméni va être absent ce week-end. S'il met Fabregas à la place du poste pour poste, ça va être une autre approche de la rencontre, mais il faudra vraiment ne pas avoir un trop gros travail défensif à effectuer pour notre bon ami Cesc. Mais en tout cas, pour en venir à la question, c'est qui à droite? Est-ce qu'on part sur un Golovin, un Aguilar, voire potentiellement le retour de Gelson Martins? Oh, je le tente. Je crois que la question, elle est vite répondue. T'es sur Aguilar ou sur Golovin? On va rejoindre le Ruben Aguilar fan club cher à notre ami Alexandre. Aguilar pour vous, ouais. Moi, je trouve que sur ce poste, il est taillé pour lui. Il se régale dedans, il nous régale dedans. Des matchs comme il a fait contre Paris, moi je leur demande toujours. Évidemment, il n'a pas fait que des matchs comme ça. Mais moi, c'est là où je le trouve plus à l'aise. Golovin ou Diop peuvent parfois remplir le rôle, mais c'est des joueurs que je trouve quand même plus intéressants quand ils sont capables de rentrer dans l'axe. Donc plutôt sur le poste, j'aime bien quand ils sont sur le poste du troisième du trio offensif. Et puis Gelson comme alternative, comme challenger. Mais pour moi, le titulaire, c'est Aguilar sans le moindre doute. Et donc pour conclure, le trio un peu plus offensif, alors évidemment, des joueurs comme Golovin, comme Diop peuvent bouger un petit peu, mais en tout cas, ce qu'on voit beaucoup depuis le début de saison, on est sur un trident Diop, Ben Yedder, Folland. Patrice, est-ce que Jovetic ne pousserait pas un petit peu fort à la porte? Non, je pense pas. Parce que Volland est quand même sur une très bonne saison. Il est très utile et on sortira
pas notre capitaine, ça reste Ben Yedder. Donc, Il l'a je fait au le dernier vois match. mal, Je rappelle qu'il vient de Oui, le faire oui. quand même, hein. On le fait sur un match parce que du coup on fait de la rotation et On est qu'on d'accord. utilise des fois des joueurs forts, mais pas sur toute la fin de la saison. Mais Jovetic va pense jouer que- encore des matchs, hein. Je pense que ça lui arrivera même d'être encore titulaire sur la fin de la saison, hein. Mais pas le titulaire. Ou alors Pas vraiment contre il y a Lyon, une par méforme exemple. de Volland. C'est ça, moi, Ouais, il y qui a une question de m'intéresse. C'est plus statut, le je suis côté, d'accord. ouais. Oui. Question de statut qui fait que ces deux joueurs, à mon avis, ne bougeront pas du 11. Moi, sur le papier, hein, purement théorique, je pense qu'on pourrait même envisager d'en avoir qu'un des deux, avec pourquoi pas Diop et Golovin, hein. Ça pourrait être aussi C'est aussi une une possibilité. formule pas inintéressante sur le papier, plutôt volante, j'aurais envie de dire. D'avoir les Mais trois. après, on sortira pas Ben Yedder. Ben Yedder, enfin, il sortira de temps en temps, il sort à chaque match, hein, déjà quasiment. Oui, Euh, c'est vrai. mais je pense que voilà, c'est aussi des choses qui se comprennent, hein, mine de rien. Tu as un groupe, tu as une dynamique, tu as un capitaine. Voilà, c'est des choix. Enfin, c'est aussi des êtres humains, entre guillemets, quoi. C'est une dynamique collective, quoi. C'est pas juste un jeu vidéo. Donc, j'ai du mal à m'imaginer que ça bouge beaucoup là-dessus. Et puis c'est vrai qu'on en a, on en a au final assez peu parlé, même pendant nos différents débriefs. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que cette année, il y a 5 changements. Et ça change quand même également pas mal de choses dans l'approche. Tu peux peut-être un peu plus facilement faire comprendre à un joueur qu'il va sortir un peu plus. Mais du coup, ça permet aussi une rotation plus globale. Et on a aussi la chance, alors je l'ai dit, Fofana, Tchouaméni, malheureusement, on n'a pas trop de solutions. Devant, pour le coup, on n'a même pas trop parlé de Crépin Diatta qui vient enfin de marquer son premier but. Donc c'est vrai que ça fait quand même énormément de solutions et Kovac, pour le moment en tout cas, arrive à jongler quasi à la perfection entre ces différents joueurs. J'avais une petite question un peu décalée justement, Boris. C'était, est-ce que tu penses qu'un facteur X, un joueur inattendu, donc évidemment, il ne faut pas répondre Ben Yedder ou Sofiane Diop, mais va être le héros peut-être d'une rencontre et va nous permettre soit d'avoir une victoire clé en Ligue 1, soit peut-être une qualification en Coupe de France contre un gros. Parce que si c'est pour être clé contre les voltigeurs de Châteaubriand, bon. Mais Écoute, le parfois, joueur t'as un peu sorti de nulle part. Moi, je me rappelle de Moussa Sylla clé contre Canet en Roussillon. Bah, mine de rien, tu passes un tour, hein, dans un contexte compliqué. Il y avait eu Moussa Sylla clé contre Avec Caen. Contre Caen aussi, ouais. Voilà, Caen, ça c'est un très bon exemple par exemple. Le Moussa Sylla game. Ouais, exactement. Bah, c'est un peu ça. Est-ce que Pellegrini sera cet homme? Bah, et là, on est vraiment un peu sur la boule de cristal. S'il y avait une Oui, bien réponse sûr. un peu. Enfin, si j'essaie de mettre un rationnel derrière, un Gelson qui, un peu comme quand il est arrivé finalement, sort d'une longue période sans avoir beaucoup joué et qui arrive avec beaucoup de jus, beaucoup d'envie, et qui nous débloque un match, 2 matchs comme ça, sur un rôle un peu de joker, c'est quelque chose que je peux imaginer, que je peux visualiser. Et puis la réponse Pellegrini qui se base sur un peu moins de rationnel, parce qu'on ne sait même pas où il en est, on ne sait même pas s'il est toujours footballeur le garçon. Mais c'est une histoire qu'on pourrait aussi s'imaginer, comme voilà, quand il est rentré, il a mis son but à Lille, c'est un but qui avait servi à rien. Voilà, un Pellegrini qui traîne dans la surface sur un match en fin de saison, c'est pas non plus un scénario forcément à exclure. Mais voilà, si je dois baser un peu, essayer de réfléchir à un truc, je pourrais imaginer cette histoire de Gelson, quoi, qui finit un peu en boulet de canon. Et toi, Patrice, est-ce que tu vas nous sortir un truc plus fou comme un but de Ballo Touré, de Matsima, des joueurs très peu utilisés? Après, je pense qu'il y a un joueur. Matazzo. Je pense qu'il y a un joueur qui n'est pas utilisé et qui rentre à la 90e minute et qui met un but dans les tout derniers arrêts de jeu peut devenir un héros dans ce cas-là. Bien sûr. À choisir un joueur vraiment si je devais miser vraiment sur un joueur qui peut nous être un héros sur un match qui n'est pas forcément attendu, c'est Lecomte. Typiquement sur un match où on galère, on n'arrive à gagner que 1-0 et qui nous tienne la baraka pour une fois, je veux dire, qui sortent un gros match. Voilà, ce serait une surprise parce que cette saison, il n'a pas été vraiment en forme. C'est possible, il a le talent quand même pour nous sortir un match où il sort tout et qui nous permettent de gagner 1-0 ce match et d'avoir 3 points très précieux. Ou de faire une séance de tir au but extraordinaire face au PSG. Oui, sur un match. Là, on sera Mayeki. Ah, aussi en plus. C'est vrai que ça, je pense, j'ai l'impression. Ouais, pour l'instant, il part quand même titulaire sur la coupe, donc. Ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais pour l'instant, c'est vrai que ça a été lui, mais peut-être que ça va changer.
Peut-être que ça va changer. Après, bon, Grenoble et Nice, il n'avait pas été trop mis en danger. D'ailleurs, je me rappelle même plus de sa prestation face à Nice. C'était lui face à Nice, oui. Ouais. Il n'a Ouais, pas ouais. fait un arrêt, je pense. Non, quasiment pas. Il est Déjà sorti contre Grenoble, aérienne, il en a pas fait. même contre Grenoble. Ouais, je crois qu'il a pas fait un arrêt. Très peu. Bah, Oui, mais en même Je sais temps, pas s'il fait un arrêt en fait depuis qu'il a la seule fois depuis le début de saison qu'il a dû faire un arrêt, c'était contre Nantes. Et ça, non, c'était pas contre Nantes. Si, c'était contre Nantes. Si. Si, Il c'est fait une Nantes. grosse faute Il a de fait un main. arrêt et pris un but. Il et n'a pas après fait pris l'arrêt un but. non plus. Ouais. Et qui fait une très grosse faute de main. En tout cas, voilà, c'était un petit peu la question décalée. Parce qu'en fait, je re-regardais aussi sur. Est-ce que Fabregas, ce serait une réponse acceptable aussi pour toi? Un gros Fabregas game avec 2 passes décisives, Un peu moins qui déjà. rentre en fin de match, qui fait basculer un match. Un peu moins parce que même si je me moque un petit peu de ses qualités physiques, je le considère dans la rotation proche, Fabregas qui met un sprint, est-ce que ça compte? sans se claquer. Est-ce Un que ça repli compte défensif. qui rattrape 60 Mbappé Ouais. sur 60 mètres. Ouais, bon, ça j'ai du. Non, mais en fait, je pensais à ça parce que je regardais 2017 aussi. Et en fait, en 2017, il n'y a pas eu ça. C'est les tauliers qui ont été là. Évidemment, Falcao, Mbappé en tête. Mais il n'y a pas eu de but un petit peu surprenant dans un match piégeux, où on était en grosse galère. C'est Dirard qui marque contre Dijon. Il y a Ouais. eu Dirard, j'y ai pensé aussi, mais le problème c'est que c'est Sur le tellement coup, là, Falcao ouais. en fait qui marque. Enfin, Ouais. On a tellement J'adore. l'impression que c'est un doublé de Falcao ce match. Ouais, voilà. Mais il y a un début de c'est Dirard. Ouais. Mais c'est vrai que bon, faut être La là. tête de Bakayoko contre City, à la rigueur. C'est pas, Ouais, mais c'est pas c'était un buteur, quoi, oui, Bakayoko. c'est vrai que c'était pas un buteur, donc c'est vrai que pour le coup c'est un bon exemple en fait. Ouais, Bakayoko, je te rejoins en fait, c'est assez un bon exemple, mais en tout cas en championnat ça n'avait pas été le cas. Bon bah messieurs, on va pouvoir passer rapidement à la dernière partie. Or, Il y a quel eu avenir- Dado Percho en 2000 aussi. Hein, quel- si je dois faire de la publicité pour ma série Monaco Bah oui. champion de 2000, c'est Dado Percho met le but du titre alors qu'il a très très peu joué dans la saison. Donc. Bah voilà, une belle histoire comme ça sera peut-être pour Pellegrini ou pour Goebbels, allez, parce qu'on n'a même pas cité son nom, donc allons-y, hein. Lâchons tout. Pour Crépin Diatta. Bah Crépin, déjà, j'y crois un petit peu plus que les deux autres, pour le coup. J'ai Mais, peur qu'il se fasse un peu cannibaliser par le retour de Gelson, mais c'est vrai que ça peut aussi être une possibilité, malheureusement. Alors, rapidement, quel avenir pour le groupe? Bah, déjà, rapidement, messieurs, petit pronostic, hein, fin de saison, il reste 8 matchs, il reste la coupe. Vous nous voyez finir où? Les 2 fois. Même si, encore une fois, on le rappelle, hein, la coupe, c'est plus compliqué, parce que tu prends Paris au prochain tour au Parc. Et encore que Paris, merde, hein, on les a battus 2 fois cette année. Hein, donc, justement, j'ai Oui. l'impression que on a épuisé nos cartouches là-dessus. C'est vrai que moi, du coup, je vais être pessimiste sur la coupe, je vais être optimiste sur le championnat. J'avoue que le PSG fait vraiment figure d'épouvantail. Bah, sur le championnat aussi, mais à la limite, championnat 2-3e, on sera déjà content. Je vais dire 3 sur le championnat. Et la coupe, malheureusement, Paris me semble un épouvantail. Faut espérer. J'ai vraiment très très peur de les jouer, j'avoue. J'espère qu'une autre équipe pourra les sortir. Si c'est pas eux, il faudra bien qu'on essaye, qu'on tente notre chance au maximum. Kovac a montré qu'il savait les prendre. Maintenant, ils ont l'air de passer quand même un peu sur un mode plus agressif là sur cette fin de saison. Donc ouais, pas hyper confiant, mais. et donc, 3e en Ligue 1, et du coup, qui chute du podium? Bah, en fait, j'ai l'impression que Lille va plus chuter que Lyon, mais comme ils sont un peu au-dessus, je pense qu'à tous les coups, je nous vois bien passer Lyon à tous les coups et Lille pas loin, quoi. Donc, je pense qu'on est sur la nuque de Lille, mais genre sur le goal average ou quoi, on passe pas. Patrice? Ouais, moi aussi, c'était 3e. Je ne vois pas passer 2 clubs, je ne vois pas 2 chuter. Et plus Lyon qui chuterait, en plus parce qu'on les rencontre à domicile, donc on a l'opportunité vraiment de pouvoir avoir un gap de points important contre eux. Lille, moi, personnellement, je les voyais même champions avant qu'ils enchaînent là quelques petits mauvais résultats, parce que je trouve que c'est très très solide défensivement, et offensivement, ils tournent bien. Donc j'étais très surpris quand même de les voir prendre 2 buts par Nîmes. Pour ça, je pense, maintenant qu'ils ont plus que ça, en plus, ils sont éliminés de la coupe, donc ils peuvent vraiment se concentrer sur le Ils championnat. avaient quand même eu des matchs très compliqués, hein, avant la défaite, Patrice. Ils tournent quand même un petit peu. C'est-à-dire contre Marseille. Ouais, mais ils arrivent toujours à avoir cette dominent, solidité défensive et à s'en sortir. À chaque fois, ils s'en sortent de peu, hein, je suis d'accord. Il y avait eu des erreurs du voilà. gardien de Reims. Marseille, c'est 2 buts en toute fin de rencontre. Alors, c'est archi mérité, mais c'est quand même dans les toutes dernières minutes.
Ouais, je trouve que Lille, ils sont assez inquiétants aussi. Et c'est pour ça que moi, je vais nous mettre second. À la mi-saison, j'aurais plutôt parié sur une chute de Lille. Ils m'ont surpris parce qu'ils ont tenu plus que je le pensais. Malgré tout, je pense qu'ils vont finir par s'écrouler. Plus de doutes sur Lyon, parce que en plus Lyon, ils nous ont quand même. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que Lyon, ça fait 15 ans qu'ils font des fins de saison un peu quand même en boulet de canon et qu'ils arrivent toujours à accrocher l'Europe, à accrocher la Ligue des Champions. Que l'année dernière, on ne saura jamais, mais ça se serait peut-être bien encore une fois passé comme ça. Donc, je pense que ça sera eux les troisièmes. Ok, Jean-Michel Aulas. Je demande des playoffs, ok. Et en plus, ça m'arrange parce que vu qu'on est 7ème, on n'est pas dans la partie de tableau du PSG. C'est une masterclass de ma part. Donc voilà, je pense vraiment seconde place. On n'est qu'à un point de Lyon, donc même s'ils me font plus peur, un point c'est rien et on les reçoit. Et pour la coupe, je pense pas qu'on ira la chercher parce que, un peu comme toi, Boris, je pense que Paris est trop fort. Donc à moins que Lyon élimine Paris, parce que qui d'autre après pour éliminer Paris en coupe? Autant en championnat, c'est vrai qu'ils chutent, autant en coupe, on a l'impression que c'est un peu des rouleaux compresseurs, même s'il y a 2 ans, ça n'avait pas été le cas. Ils n'avaient pas remporté les coupes, hein, mais on n'avait pas su en profiter. Hein, on s'en rappellera tous de cette demi-finale de Coupe de la Ligue. Perdu alors qu'on mène 2-0 très très rapidement. L'avenir maintenant à moyen terme, alors c'est juste pour teaser rapidement parce qu'on fera évidemment, comme depuis maintenant plusieurs saisons, un petit fantasy mercato. Mais est-ce que toi, Boris, il y a des joueurs que tu surveilles jusqu'à la fin de l'année sur lesquels tu as encore des petits doutes? Alors évidemment, il y en a, on a des certitudes, on a envie de les garder, mais je parlerai plus à des Jovetic, peut-être Maripane, Lecomte, des joueurs comme ça, un peu plus border. Est-ce que en fait, ça va pas tout se jouer pour eux lors des dernières semaines? C'est vrai que c'est une bonne question. Moi, le groupe actuel, il me convient quand même dans ses grandes largeurs et je serais très content si. Je serais limite pas mécontent si on repartait exactement avec le même. Il y a quelques retouches à apporter, un peu plus de profondeur à minimum au milieu, hein, tu en as parlé. Mais moi, il y a un gros doute et je suis pas sûr que même une fin de saison en boulet de canon suffirait à l'enlever, c'est Lecomte. C'est-à-dire que même, il m'a tellement déçu sur 1 an, 3 quarts, que de faire un dernier bon quart. Alors ça ferait plaisir pour le classement, etc. Mais je suis pas sûr que même malgré ça, j'aurais pas envie de regarder un petit peu ailleurs. Après, il n'y a pas tellement d'autres joueurs où je me poserais la question forcément pour. Même Jovetic, tu vois, où tu peux te dire, c'est vrai qu'il peut jouer sa prolongation ou son futur départ. Maintenant, pour moi, il y aura toujours ce doute qui plane au-dessus de lui de sa fragilité. Il aura fait une bonne saison sans trop de problèmes. Est-ce que ça me donne envie de le prolonger pour, je sais pas, 2, 3, 4 ans? J'en suis pas sûr, peu importe la façon dont il termine. Plus il termine bien, plus il pourra nous gratter de l'argent en plus. Donc ouais, il y a des joueurs que j'attends de voir passer un step ou continuer à progresser comme Badiachil et Fofana, mais c'est des joueurs sur lesquels dans tous les cas je compte pour la saison prochaine. Donc voilà, j'ai pas forcément d'autres réponses à apporter là-dessus. J'ai l'impression de m'être un peu fait. Je suis curieux sur des joueurs, mais pas forcément. J'ai pas l'impression que ça va jouer un grand rôle. Je suis curieux de voir Diatta, je suis curieux de voir comment revient Gelson, mais dans tous les cas, je l'aime pas. Donc voilà, c'est une réponse à la fois longue et incomplète, mais c'est la mienne. Et Patrice, pareil, il n'y a pas des joueurs qui pourraient te faire changer d'un avis que tu as actuellement sur eux? Non, alors on a déjà fait les 3 quarts de la saison, ça se joue pas sur la dernière ligne droite, mais généralement, hein, c'est sur une saison entière que tu prends l'avis sur un joueur. Après, oui, c'est vrai qu'il y a des cas particuliers comme Jovetic, vu qu'il arrive en fin de contrat, forcément tout ce qu'il va faire maintenant va aussi quand même beaucoup compter pour lui, déjà, pour savoir ce qu'il va aller réclamer au club et à d'autres clubs, et puis à Monaco, pour savoir si vraiment ils ont envie de poursuivre l'aventure avec lui. Et après, le cas Lecomte, qui je ne sais pas ce que le club veut faire, mais c'est vrai que s'il nous sort vraiment 8 très bons matchs et qu'il prouve qu'il a le niveau qu'il est censé avoir, ça peut pousser à continuer avec lui l'aventure. Mais c'est vrai que s'il continue sur le même rythme que les précédents matchs, il y a des chances qu'on cherche un autre gardien d'un niveau autre. Après, le problème, c'est qu'en ce moment, il n'est pas trop mis en danger, hein, quand même.
Donc, vu qu'il enchaîne les clean sheets, c'est un peu bizarre de Ah, le juger. Quoi. c'était ça aussi, c'est que on peut penser qu'il est aussi en train d'enclencher une bonne dynamique, même si individuellement il m'a pas particulièrement impressionné, mais il est plus mieux protégé qu'avant et il fait également peut-être aussi moins de grosses erreurs, mais sans pour autant l'avoir trouvé ultra décisif dernièrement. On verra, ouais, voilà, moi c'est vraiment le joueur sur lequel j'ai le plus d'attente au sens où il lui reste peu de temps pour prouver le contraire, et puis c'est aussi le poste qui fait ça, gardien de but. Ok, on se sépare de Lecomte, mais pour prendre qui réellement tu peux aller chercher, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité, peut-être dans des championnats un peu reculés comme on avait pu faire avec un Subasic, ou aller chercher dans des championnats moins bons comme on avait fait avec Roma, qui était quand même un joueur qui venait de la Série B, hein, malgré tout, meilleur gardien de Série B. Fabien Barthez, recruté en deuxième division française. Ouais, Barthez est un exemple un petit peu différent. Un rendez-vous lundi. Mais donc voilà, peut-être que moi ça va me faire changer un petit peu d'avis. À l'heure actuelle, je suis plutôt sur le changer, mais sans avoir trop de solutions. Mais la fin de saison nous dira peut-être le contraire. Bon bah messieurs, voilà, ça, on a fait le tour. Hein. Merci de m'avoir accompagné. Rapidement, je remets donc le calendrier pour vous les auditeurs. Voilà, ce qui nous reste en tout cas en Ligue 1. Pour la coupe évidemment, bah on verra. Il y a Metz là qui va venir s'intercaler entre Metz et Dijon. Donc 3 matchs à domicile aussi. Ça, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais 3 matchs à domicile qui arrivent pour le club. Le prochain rendez-vous, ça sera donc ce samedi. Monaco reçoit Metz, 13h. Horaire assez déplaisant. Voilà. Ok, Damien. Non, mais c'est 13h en fait. Je suis d'accord aussi. C'est 13h qui me saoule un peu. En plus, en plein milieu, là, gros week-end de Coupe d'Europe de rugby. C'est vrai que Toulouse joue à 16h, mais bon, du coup, je vais pouvoir enchaîner les deux. Mais donc, je ne serai du coup pas du débrief. Mais on espère que du monde pourra débriefer en live après la rencontre. Sinon, lundi, il y aura le Mur des légendes, Boris, qu'on a enregistré la semaine dernière, en même temps que Morientes, consacré à, et on en parlait il y a pas longtemps au final, Fabien Barthez. C'était une transition. Et ben voilà. Quelle passe décisive. D'ailleurs, on n'a pas encore reçu les menaces de mort pour notre émission sur Morientes, mais je pense que ça devrait pas tarder, vu les choix qu'on a fait. Bah oui, mais c'est assez étonnant pour l'instant, les quelques commentaires, les gens sont plutôt d'accord, ou en tout cas comprennent pourquoi. Oui, quand tu écoutes l'émission, je pense que ça aide peut-être. Je suis d'accord. C'est ça. Ah, ça veut dire que Patrice, toi, tu l'aurais mis, toi. Non, je suis d'accord avec vous. En écoutant l'émission, on comprend tout à fait. Ah non, j'avais dit avant même que vous lanciez l'émission, comme quoi, pour moi, il n'y était pas. Pour les mêmes raisons que vous avez évoquées, quoi, longévité et titre. Donc voilà, est-ce qu'on a été aussi loin sur Barthez? Vous verrez lundi l'émission Mur des légendes. Merci messieurs de m'avoir accompagné. D'ici là, portez-vous bien et Dagué Mounegou. Et bisous.